Bonjour et bienvenue. Voici une nouvelle thématique qui s'intitulera aujourd'hui « Pourquoi les politiques monétaires des banques centrales n'ont plus aucun crédit ?» Oui, parce que les banques centrales pensent que le crédit, c'est l'alpha et l'oméga d'une économie. On a complètement oublié la valeur travail, on a complètement oublié bien sûr le partage de la richesse entre ceux qui la produisent réellement et ceux qui la financent. Aujourd'hui, l'essentiel de la richesse repart sous forme de dividendes et plus sous forme de salaire. Les niveaux de pouvoir d'achat sont sous contrainte. Eh bien, les banques centrales pensent et continuent de penser depuis 2004-2005 que si les salaires sont insuffisants, eh bien, on peut soutenir la consommation et la croissance au travers du crédit. Alors ça a été jusqu'à l'absurdité totale des subprimes où on prêtait à des gens qui étaient totalement insolvables. La leçon n'a pas été complètement apprise puisqu'on vient de recommencer avec les subprimes automobiles. La bulle atteint maintenant un encours de 1000 milliards. Pour comprendre à quel point les choses vont se casser la figure, c'est très simple. Vous offrez du crédit gratuit, sans condition, à des personnes qui sont insolvables. Mais vous allez comprendre pourquoi le système est voué dès le départ à exploser en vol. C'est que la plupart des gens à qui on offre du crédit, eh bien c'est sur 72 mois, 6 ans. 6 ans, aucun apport initial, coût du crédit quasi nul, merci les taux zéro. Mais néanmoins, chaque mois, il faut rembourser le prix du nouveau 4x4 qu'on vient de s'offrir. Si les taux avaient eu un petit coup, si on avait été un peu regardant sur le profil de crédit du demandeur, eh bien, il aurait peut-être dû se contenter d'une petite citadine. On a une explosion des ventes de 4x4 et notamment des cylindrées supérieures à 3,5 litres, 4 litres, de magnifiques machines à polluer qui consomment du 15 ou 20 litres au 100. Ça ne gêne pas pour l'instant, puisque les carburants sont au plus bas avec un pétrole retombé, on va dire en moyenne à $35. Sauf qu'à un moment, si l'essence se met à remonter, ceux qui ont acheté ces gros 4x4 en n'ayant déjà pas beaucoup de sous devant eux, le jour où ils vont passer à la pompe, ils vont couiner. Et là, ils vont vouloir revendre leur 4x4. S'ils le revendent au bout de 2 ans, ça veut dire qu'ils auront encore quelque chose comme 50 mois de crédit sur le dos. Est-ce que le coût de revente du 4x4 permettra de rembourser la totalité du crédit, sachant que la décote au bout de 2 ans est d'environ 30 à 40% du prix du véhicule? Je vous laisse faire le calcul. Il vous reste à rembourser par exemple 40 000 sur un prix d'achat initial de 50 000. Bon, ces prix-là doivent vous dire quelque chose puisque c'est à peu près le niveau qu'il faudra investir pour avoir la prochaine Tesla. Si au bout de 2 ans, 2 ans et demi, votre véhicule a perdu 30% de sa valeur sur 50 000, vous voyez tout de suite que ça nous fait un véhicule à 35 000. Ça ne permet évidemment pas de rembourser un crédit sur lequel vous avez encore 40 000 à rembourser. Donc là, vous avez déjà une bombe à retardement. Mais les banques centrales sont toutes fières de vous annoncer que, regardez, la production de crédit a augmenté. Qui refuserait évidemment du crédit gratuit? Mais ça soutient aussi l'immobilier, nous dit-on. Pourquoi alors les gens se précipitent-ils non pas pour acheter un nouveau bien, mais pour reconfigurer leur prêt? Pour s'alléger d'abord, pour retrouver, on va dire, un petit peu de marge de manœuvre au mois le mois. Mais les pays où les taux sont passés négatifs, que se passe-t-il? Vous prenez la Suède, vous prenez le Danemark, vous prenez maintenant l'Allemagne, et vous avez une bulle immobilière avec un taux de progression du prix du mètre carré qui excède totalement tout espoir de hausse de salaire correspondante, mais qui excède également de très loin ce que vous économisez en empruntant à zéro. C'est assez facile. Acheter un appartement à Stockholm, à Copenhague, Berlin, Francfort, Munich, Düsseldorf, un bien, mettons un 3 pièces qui coûtait 100 000 € il y a 5 ans,
et que vous achetiez avec des taux par exemple à 2 ou 2,5, eh bien aujourd'hui vous avez un taux 0, mais votre bien vaut 125 à 130 000 euros. Alors oui, vous avez un crédit gratuit, mais vous avez perdu une pièce dans la bataille en l'espace de 5 ans. Vous vouliez acheter un 4 pièces, vous devrez maintenant vous contenter de 3. Mais vous aurez la satisfaction d'avoir eu un crédit quasi gratuit. Sauf que malgré tout, vous serez plus à l'étroit. Et les banques centrales, qui voient tout évidemment par leur prisme d'analyse économique, pensent qu'il faut continuer de stimuler le crédit et que c'est ça qui va stimuler l'économie. Sauf que la population vieillit, sauf qu'aux États-Unis, les jeunes qui rentrent sur le marché du travail sont lestés d'une dette de 30 000 $ en moyenne, et ils sont maintenant plus de 30 millions d'étudiants qui portent un encours de dette de plus de 1200 milliards de dollars aux États-Unis. Donc vous avez là aussi une impossibilité des jeunes endettés à s'endetter davantage pour acheter un bien, quand bien même le crédit serait à coût 0. Le problème, c'est que vous pouvez offrir autant de crédits que vous voulez à des gens qui gagnent moins d'argent, qui sortent de l'université mais qui trouvent des jobs moins bien payés et qui, eux, ont dû payer leurs études beaucoup plus cher. En Europe, ça commence également. Les études ne sont plus gratuites, à peu près nulle part, même pas en France. Le coût des études progresse naturellement beaucoup plus vite que le coût réel de la vie, et progresse beaucoup plus vite que l'économie que vous ferez en empruntant, par exemple, 20 000 pour faire 2 ans d'études en Angleterre. Si au bout de 2 ans, le coût des études a pris 30%, même si vous avez emprunté à 0, eh bien, vous avez augmenté votre dette et réduit votre capacité à consommer. Et donc, plus on s'enferre dans cette stratégie de l'échec, et plus les banques centrales en remettent. Comme disait Einstein, le fou, c'est celui qui espère un résultat différent en reproduisant une expérience à l'identique. Donc en fait, la seule chose qui importe réellement aux banques centrales, c'est tout simplement de soutenir les marchés et d'éviter l'éclatement de la bulle obligataire. Pourquoi ? Parce que personne ne va détenir un emprunt qui ne rapporte rien, sauf si vous avez un banquier central qui vous dit « Je vous promets que dans 3, 6 mois, 1 an, j'aurai propulsé la valeur des emprunts d'État 4, 5, 8% au-dessus des niveaux actuels. » On est simplement dans une promesse de plus-value par manipulation des cours et des marchés. Un jour, ça finit par exploser. Bien entendu, on ne le sait jamais vraiment à l'avance, mais rien ne vous interdit de vous y préparer. Et lisez attentivement ce qu'écrit Jim Richcart sur ces stratégies monétaires et vous comprendrez à quel point les enjeux aujourd'hui sont non seulement colossaux en termes de masse financière, mais également en termes de conséquences pour votre propre patrimoine.